Merci Stéphanie. Donc, après Stéphanie Treillet, j'ai donné la parole à Michel Husson. Bon, d'abord, c'est assez logique parce que dans le titre de l'article de Stéphanie, il y avait marchandisation. Dans le titre de Michel, il y a aussi marchandisation. Donc, c'est des sujets, on va voir s'ils sont proches, mais en tout cas, les titres sont proches. Vous connaissez évidemment Michel, mais vous ne connaissez pas forcément sa dernière casquette qu'il a. La dernière casquette, ça s'appelle OUPS, Observatoire unitaire des politiques sociales. Bon, ça n'a pas un rapport direct avec le plénum d'aujourd'hui, mais bon, ça a un rapport direct avec la politique sociale qui se mène actuellement. Bon, je donne la parole à Michel. Bon, merci pour le petit coup de pub. En fait, non, dans le titre, c'était socialisation, mais c'est un titre un peu énigmatique, donc je vais essayer d'éclairer autour de trois idées. Bon, le point de départ, c'est un travail un peu sur l'histoire de l'État-providence, un peu sur longue période. Et donc, la première idée, c'est que dans le capitalisme de l'après-guerre, s'est enclenché un processus de socialisation qui va s'interrompre. Mais un processus de socialisation, alors je passe sur les détails, parce que tout le monde connaît à peu près ça, c'est qui reposait sur l'augmentation qu'on peut mesurer d'une certaine manière, bien que ce soit contestable par certains aspects, par le taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire la part des impôts et des cotisations sociales dans le revenu national. Et on voit qu'il y a une augmentation, c'est-à-dire qu'il y a un secteur croissant à la fois du côté des impôts, la protection sociale, également indirectement les services publics, et également une transformation dans les modes de consommation, où finalement dans la consommation dite publique, c'est-à-dire qui échappe plus ou moins à des déterminations marchandes, on voit apparaître une déformation en faveur de ce type de consommation par rapport à une consommation strictement marchande. Bon. Donc, deuxième point, ce processus qui est un vrai processus de socialisation, au sens que ça augmente, c'est-à-dire que la partie, disons, un peu plus ou moins détachée des déterminations marchandes augmente de manière continue, avec des leviers qui peuvent varier dans le temps. Et le second point qui est important, c'était que c'est un processus qui est considéré comme absolument légitime, y compris par les défenseurs du capitalisme. C'est-à-dire que dans les années 60, ce qu'on apprenait quand on était étudiant en sciences éco, c'était que le capitalisme avait triomphé de ses contradictions et que c'était un système qui garantissait d'une certaine manière la régularité de la croissance du pouvoir d'achat, mais aussi une extension de la protection sociale, et donc en plus un faible taux de chômage. Donc c'était quelque chose qui était revendiqué et qui faisait partie de l'argumentaire, disons, justifiant le fonctionnement du capitalisme par ces aspects-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après la crise du milieu des années 70, et puis quelques années de recherche de comment s'y prendre, il y a vraiment une rupture complète, et qui fait que, par exemple, dans les thématiques, ce qui était jusque-là positif pour le fonctionnement du système, qu'on appelait stabilisateur automatique, dont y compris, encore une fois, les défenseurs du capitalisme faisaient la promotion, brusquement, ou très brusquement, ça se transforme en charge insupportable. Et d'ailleurs, ce qui est contenu dans cette expression de prélèvement obligatoire. Bon, et donc, brusquement, ce qui a été vertueux pour le fonctionnement du système devient un obstacle. De même, l'inflation qui est prise à ce moment comme cible. Donc, ça, c'est une question assez intéressante d'analyser un peu cette rupture. Et sur le fond, sur le fond, je pense que ça renvoie à une contradiction très fondamentale, ce qu'on appelait le Fordisme détraqué, et qu'au fond, ce qui est apparu, ce qui émerge à ce moment et qui continue à être une constante, c'est une contradiction entre les besoins sociaux tels qu'ils s'expriment, notamment ce déplacement vers des consommations de type plus ou moins non marchand, pour aller vite, avec les propres critères du capitalisme, c'est-à-dire qui cherchent à faire du profit, et pour maintenir ce profit, il a besoin que la production s'oriente plutôt vers les sphères où les gains de productivité sont tout à fait considérables et peuvent être développés. À mon avis, c'est une contradiction qui avait été relativement maîtrisée jusque-là, mais qui apparaît et qui continue à peser, je pense, dans l'analyse du capitalisme contemporain. Bref, le mouvement est interrompu parce qu'il n'est plus compatible, en gros, avec le maintien du taux de profit.
Et donc, cette rupture intervient, et là, autour de trois leviers. Il y a le choc financier, le choc de 1979, pour prendre l'expression du Ménil-et-Lévy, la pression du chômage, qui est une espèce de, comment dire, de truc particulier, c'est-à-dire que le chômage a été l'expression de la crise, puisqu'il a monté avec l'entrée en crise de manière assez nette, mais par une espèce de retournement, il a été aussi le levier qui a permis de peser vers une sortie de crise, disons, de rétablissement du profit. Bon, et troisième élément, alors, qui est à mon avis un point, alors là où je traite à peu près le sujet, qui est la mondialisation, enfin, disons, les premiers déblocages par rapport à la mondialisation, avec 2 points. La déréglementation financière, qui a été une politique menée, bon, par exemple en France, premier temps, on bloque les salaires, deuxième temps, on fabrique ex nihilo quasiment des marchés financiers et on déréglemente les mouvements de capitaux. Donc, ces aspects de réglementation financière, plus la politique même, la stratégie des multinationales qui a cherché à obtenir la liberté de circulation, mais qui a utilisé l'expansion sur des marchés un peu extérieurs pour s'extraire, d'une certaine manière, des effets directs de cette crise. Donc, ces deux éléments de mondialisation posent une question qui, à mon avis, est clé et sous-jacente dans toutes les analyses, justement, sur anticapitalisme, alter mondialisme, qui est la question de savoir comment penser, parce que bon, tout le monde est d'accord pour dire que les deux choses se mélangent, comment penser l'articulation entre des politiques, disons, de classe classiques, au sens, y compris qui se déroulent avec une chronologie un peu différente sur le pays, qui se déroule dans un champ national, avec l'imbrication dans l'économie mondiale qui modifie les termes mêmes de cette lutte de classe au niveau national. C'est-à-dire, autrement dit, dans le fonctionnement du système actuel, quelle est l'imbrication entre les politiques libérales offensives du capital qui auraient été menées de toute façon, et puis le fait que la mondialisation est à la fois été un produit de ces politiques, mais aussi un moyen de les renforcer et de peser sur le rapport de force. Et donc là, il y a effectivement un point de débat qui est que l'altermondialisation, enfin l'altermondialisme est tenté par des explications qui font peser le poids sur la mondialisation en tant que telle, en oubliant son articulation avec des rapports de classe au niveau de chaque formation sociale. Donc ça, c'est une question clé qui apparaît à ce moment. Alors, c'est donc une espèce de grande bifurcation qui se pose à ce moment, avec des implications politiques. Bon, schématiquement, on peut dire, au moment de cette crise, qui avait des aspects systémiques, pas seulement de crise conjoncturelle, il y avait en somme deux voies possibles qui étaient relativement cohérentes. C'était soit on prolongeait ce processus de socialisation et on allait au-delà et on sortait de la crise par une extension, disons, d'éléments de socialisation et donc d'irruption, comme on dit, dans le champ de la propriété privée, soit on revenait en arrière vers une dérégulation, enfin on libérait le capitalisme de son entrave, pour reprendre l'expression du bouquin de Glyn, on prononce Glyn ou Glyn, je ne sais même pas, peu importe, capitalisme unleashed, c'est-à-dire le capitalisme délivré, déchaîné au sens de délivré de ses chaînes. Et une des implications politiques, à mon avis, de ce truc-là, c'est que, disons, ce double mouvement, enfin ce choix, disons, entre prolonger ce mouvement et le développer à une autre échelle ou revenir en arrière, a squeezé complètement l'option social-démocrate. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, l'option social-démocrate qui est de naviguer à vue, et d'accompagner un mouvement autour d'une cohérence relativement équilibrée entre classes sociales, comme cet équilibre a été rompu durablement, en même temps, cette option-là a été durablement laminée de fait. Une espèce de peau de chagrin qui s'est constamment réduite. Troisième point, alors c'est là que ça devient plus contemporain, c'est cette idée de résistance des besoins, c'est-à-dire le fait que
paradoxalement, alors ça c'est un truc qui est compliqué, parce qu'on a l'impression d'un côté, effectivement, les réformes libérales passent, bon, elles avancent, elles transforment le paysage social, mais en même temps, si on prend cet indicateur des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire la part des impôts, des cotisations sociales dans le PIB, quasiment ça recule très peu. Hein. Et d'ailleurs, on voit bien dans les discours libéraux, eux-mêmes prennent cet indicateur auquel il ne faut pas donner le contenu disons, idéologiques qu'ils peuvent donner, mais objectivement, même de leur point de vue, puisque c'est eux qui choisissent de faire baisser, enfin qui se fixent cet objectif-là, c'est un objectif qui avance à une vitesse extrêmement limitée. C'est-à-dire que, bon, là je sais pas, il y a des courbes, bon, vous regardez ça par pays, il y a des pays qui de temps en temps décrochent, la Suède a un peu baissé, mais il y a un petit trend à la baisse, mais ça fluctue en fonction de la conjoncture économique, mais le recul est très très lent. Et là, on rejoint un débat tactique qui est que, en fait, sur ce terrain-là, on est entré dans un champ de réforme permanente, mais qui ont du mal à mordre, qui ne sont pas des espèces de chocs, de bing-bang libéral, et parce qu'il y a une résistance, moi j'appelle ça résistance des besoins, mais résistance sociale à la remise en cause d'un certain nombre de droits et d'un mode de satisfaction socialisé des besoins sociaux. Donc il y a un grignotage, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui dans la période actuelle, il y a un débat tactique, si on peut dire, entre la meilleure stratégie appliquée, c'est-à-dire soit la thérapie de choc, où on essaye vraiment de casser tout ensemble, soit l'idée que ça risque de trop globaliser l'offensive et donc de globaliser les formes de résistance. Et donc, il y a déjà de nouveau dans ce gouvernement, alors qu'il était plutôt sur la position précédente, un débat sur le bon timing, la manière d'articuler ces réformes pour que la mayonnaise ne puisse pas prendre. Il y avait dans le Canard enchaîné, je tombais là-dessus, sur Villepin qui expliquait qui expliquait bien qu'eux avaient consciemment découpé en morceaux les réformes pour empêcher cette... avec un petit emballement au moment du CPE qui a été fatal à Villepin. Mais cette question se pose et elle renvoie fondamentalement à quelque chose qui est cette histoire de légitimité. C'est-à-dire les politiques qu'ils doivent faire sont absolument illégitimes du point de vue de l'attachement, l'aspiration très profonde en France et disons en Europe au mode de satisfaction, au progrès social, disons au progrès de civilisation que représente la satisfaction socialisée, c'est-à-dire le droit relatif, et évidemment grignoté à la santé, un certain nombre d'aspects de la vie en société. Donc il y a une victoire limitée en ce sens aujourd'hui, qui est qu'il y a une espèce de résignation idéologique aux arguments libéraux avec la victoire de Sarkozy dans le cas français, mais il y a malgré tout, de manière sourde, une aspiration rentrée, confrontée à cette résignation à un nouveau rapport de force, mais une aspiration sourde qui d'ailleurs se mesure, y compris dans un certain nombre de sondages, quoi, il y a un sondage très drôle qui dit que 78% des gens approuvent la politique de Sarkozy en matière, c'était 72, enfin peu importe, et le complément à 100 exact lui fait confiance pour régler le problème de pouvoir d'achat qui est le problème numéro 1. Donc il y a une espèce d'écartèlement entre les aspirations et la réalité politique qui devra bien se résoudre d'une manière ou d'une autre. Alors, dernier point plus propositionnel, quelle conclusion on peut tirer sur les alternatives? Alors, il y a 2 ou 3 principes. Bon, premier principe, et je reviens un peu en arrière pour insister sur un aspect, ce qui peut-être caractérise de manière la plus synthétique la phase du capitalisme d'aujourd'hui, on pourrait appeler ça, pour disons faire un clin d'œil marxiste, c'est une hausse tendancielle du taux de plus-value. C'est-à-dire que là, j'ai travaillé sur des statistiques récentes, y compris venant du FMI, au niveau des pays avancés. Au niveau mondial, c'est plus difficile parce que notamment les statistiques sur la Chine sont très imprécises. Mais au niveau mondial, en agglomérant les pays avancés, le FMI fait des petits graphiques qui montrent une chute de la part qui revient au salaire.
Enfin, je veux dire, il est étonnant que ça soit encore discuté, ce truc-là, parce que c'est vraiment la tendance principale. Et je crois que plus que de parler d'un capitalisme financiarisé, il faudrait parler d'une espèce de, enfin, un pur capitalisme qui arrive à faire reculer de manière constante le taux de plus-value, c'est-à-dire à augmenter et donc à faire baisser la part salariale. Bon, donc le point de clivage essentiel dans les alternatives à cet état de fait, c'est de remettre en cause la répartition du revenu. Bon, je ne dis pas des choses absolument innovantes, mais si on prend un petit peu la discussion sur le programme, les programmes qui ont été présentés aux élections présidentielles, il y a une chose qui est sûre, et ça rejoint cette idée de peau de chagrin social-démocrate, c'est que tout programme qui prétend changer la réalité sociale sans toucher à la répartition des revenus, c'est un programme qui repose sur des illusions. Et concrètement, par exemple, si on prend les 35 heures, vouloir faire les 35 heures, réduire le temps de travail, en voulant en même temps maintenir le même partage de la valeur ajoutée entre profit et salaire, c'est un truc qui ne peut pas fonctionner. Bon, et donc c'est un principe qui est assez général, mais qui a des traductions, y compris par rapport au scepticisme total par rapport à tout projet consistant à marier la petite transformation sociale et le maintien de fait de la répartition des revenus. Et là où on rejoint l'altermondialisme, enfin les thèmes chers à Attaque, c'est que ce déplacement des salaires est déjà pas légitime en soi, mais même illégitime du point de vue du capitalisme lui-même, de ses justifications généralement avancées au profit, parce que ces profits ne sont pas plus investis et vont gonfler les revenus financiers. Là aussi, y compris au niveau mondial, on peut s'amuser vaguement à calculer des taux d'accumulation. Il reste relativement plat, alors que le partage de la valeur ajoutée s'est complètement déplacé au détriment des salariés. Donc, bon, ça c'est la première idée. Deuxième idée, alors c'est une autre question, mais qui est plus d'ordre idéologique, et notamment par rapport à cette légitimité des besoins sociaux. Il y a un obstacle qui est le fait que, d'une certaine manière, les gens qui se réfèrent au service public, etc., sont confrontés à une offensive idéologique qui qui fonctionne sur le mode suivant, c'est archaïque parce que vous n'avez pas compris que vous êtes dans une autre économie que celle où effectivement il y avait cette croissance de la protection sociale, enfin de la partie socialisée, etc. Donc c'est la déconsidération pour anachronisme, et archaïsme. Quand vous épluchez les discours, enfin les argumentaires libéraux, il y a constamment ce thème: nous sommes dans une économie mondialisée, il faut s'adapter, il faut prendre en compte les nouvelles coordonnées, etc. Or, et donc là, il y a un vrai travail qui est spécifique, notamment sur la défense des services publics. Donc, il y a une question aussi d'actualité qui reposerait sur l'idée d'un objectif un terme pompeux qui est de faire basculer, de faire transcroître, enfin de faire basculer de la défense des services publics à une revendication des services publics comme moyen de garantir des droits. Et je pense que de ce point de vue-là, le mouvement altermondialiste, parce que le mouvement altermondialiste, c'est pas forcément avoir une vue planétaire, c'est aussi introduire des logiques anti-finance, etc. Et je pense, a fait progresser autour de l'idée d'affirmation des biens publics, des droits à garantir, etc. Et du coup, c'est autour de ces aspects-là. C'est-à-dire, il n'est pas admissible que dans une société aussi riche que la nôtre, des droits élémentaires ne soient pas garantis. Donc, il y a des biens publics qui sont la santé, l'éducation, plus la dimension environnementale. Et donc, l'idée, et tout ça, en pratique, ça passe par des services publics ou des services, pas forcément au niveau national, mais ça passe par des services publics. Et donc, l'idée, c'est de revaloriser l'aspiration des services publics, y compris au niveau européen. Par exemple, pour prendre un exemple récent, les dernières
proposition de la Commission consistant à démanteler la production énergétique rend impossible une politique énergétique au niveau européen qui soit un peu homogène. Et troisième point, pour terminer, il y a... Alors, c'est là aussi où l'articulation entre anticapitalisme et altermondialisme est absolument nécessaire, c'est que, compte tenu du degré, disons, d'internalisation du capitalisme mondial, il n'est pas possible de reconstruire un rapport de force en restant au niveau national. Et par conséquent, dans tout projet de transformation sociale, il y a forcément une rubrique, mais qui est automatique, qui est nécessaire, qui consiste à expliquer comment on rompt avec les exigences, disons, la pression exercée par le marché mondial, par la mise en concurrence, et comment on rompt pas en s'enfermant chez soi, mais en proposant d'étendre un autre mode de fonctionnement, disons, à une échelle, premier point, disons, en premier lieu européenne, qui assure une certaine, disons, base minimale qui rend cette expérience viable. Autrement dit, conclusion, une manière, disons, pratique, enfin au moins au niveau des projets, d'articuler l'anticapitalisme et l'altermondialisme, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui d'anticapitalisme possible dans un seul pays, pour reprendre une formule célèbre, et donc il est nécessaire d'articuler ça, y compris au niveau idéologique, parce que l'argument qu'on vous sort dès que vous voulez faire quelque chose, on vous dit, mais avec la concurrence, c'est pas possible, les capitaux vont se barrer, etc. Donc, le premier argument que vous avancez, vous tombez sur la nécessité, pour construire un projet anticapitaliste cohérent, d'avoir de lui insuffler une réflexion altermondialiste, c'est-à-dire comment on se situe, nous, petits pays, ou petits, moyens ou grands pays, dans un ensemble qui est effectivement mondialisé et donc qui nécessite des réponses appropriées à ce niveau-là. Je te remercie, Michel.